Donc on va passer aux questions de la salle. Si vous avez des questions donc, pour panélistes, on va prendre une première série de questions et éventuellement une deuxième si besoin. Tout d'abord, je félicite les panélistes pour la qualité de leur présentation et la richesse des informations fournies. J'ai une question pour le Maroc Le Monde. Je sais déjà qu'ils ont déjà déposé des autorisations au ministère de l'énergie publique pour avoir des centrales éoliennes, je pense, ou hydrauliques. Ma question est axée sur le volet social. Est-ce que l'entreprise, c'est-à-dire prévoit des activités sociales pour la population dans le but de la communication, du changement du comportement et des activités encourageantes pour faire adhérer la population à ce genre d'utilisation efficace d'énergie. Merci. Alors, ça me permet de revenir sur une question qu'il y a eu à la fin du premier panel qui était l'étude d'impact environnemental et social. Dans le cadre de nos projets, dans l'éolien, vous parlez de l'éolien, on est sur un projet de 100 MW. 100 MW, c'est 1,5 milliard de dirhams. Ça veut dire que c'est le comité national à Rabat qui évalue nos études d'impact. Une étude d'impact, en tout cas dans notre cas, c'est 3 ans de travail. C'est pas 1 an, c'est pas 9 mois, c'est 3 ans de travail. On a parlé du volet ornithologique. Il y a des transhumances, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on vérifie à chaque saison, enfin il y a des dates très précises, l'état des passages d'oiseaux migrateurs. Ça c'est pour vous dire l'importance que nous-mêmes en interne on accorde à ce volet environnemental et social. Pourquoi? Parce qu'on fait de l'énergie renouvelable, mais l'énergie renouvelable rentre dans une famille plus grande qui s'appelle développement durable, qui elle-même rentre dans une famille encore un peu plus grande qui s'appelle la responsabilité sociale des organisations, des entreprises. Et l'État, les banques aussi, on l'a dit tout à l'heure, les normes Banque mondiale, l'État est là pour veiller à ce que l'on respecte cet environnement, qu'on ne vienne pas le détruire. Quand bien même on est sous l'étiquette énergie renouvelable et que ça fait entre guillemets, en termes marketing, joli ou acceptable. Il y a un volet social qui est très important, c'est le PSSE. Donc c'est un programme sur lequel on s'engage par écrit à réaliser pour accompagner les populations avec lesquelles on travaille. D'ores et déjà, nous ça fait quand même 4 ans qu'on travaille avec ces populations. Pourquoi je parle de ces populations? Parce qu'on est dans un monde rural. Dans le nord du Maroc, à Tétouan, c'est des collines. Ce sont des gens qui n'ont pas accès, pour certains, en tout cas à l'origine, à l'eau potable, ni à l'électricité. Donc il y a eu un travail fait en amont avec elles. C'est des gens qu'on aide par exemple sur un point qui n'a rien à voir avec nous, c'est sur le foncier. Les terrains ne sont pas délimités, ne sont évidemment pas titrés. Il y a un énorme effort d'accompagnement, y compris financier évidemment, pour que ces personnes-là, avec les directions des affaires rurales, les RIADA, les eaux et forêts, se sentent en sécurité sur leur terrain. L'éolien, vous savez, le premier jour, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Pourtant, c'est pas ce qui manque, les éoliennes au nord du Maroc. Donc il y a déjà un énorme travail d'information, parce que je leur dis, vous êtes les premiers concernés. Les terrains sur lesquels on travaille, ce sont de très grandes superficies en termes de longueur. Une éolienne, ça n'occupe rien. C'est 7 mètres de diamètre au sol. Par contre, j'en ai une tous les 800 mètres en moyenne. Pourquoi? Parce que justement, il y a les passages migrateurs. Donc, je fais très attention à cela. Il y a des règles à respecter. Je n'ai aucun logement à moins de 300 mètres. Quand bien même ce serait une petite bicoque, ce n'est pas possible. Tout est référencé. Les études d'impact qu'on fait, ce sont des dizaines de millions de dirhams investis. Cet argent-là, doit servir pour nos études, mais également à toutes les administrations qui les réutilisent. Donc voilà comment est-ce qu'on accompagne socialement les villageois et la région. Très bien. Je propose qu'on prenne une série de questions, s'il vous plaît, et donc on répond. De Casablanca. Je suis aussi responsable de la chaire de l'innovation qui est chargée de la mise en relation université-entreprise. Et nous essayons par là d'approcher justement toutes les solutions pérennes et adaptées pour que nos étudiants apprennent ce qu'on appelle le learning by doing au lieu de l'enseignement académique. Alors, j'ai quelques questions pour CMCP. Une question. On parle de la cogénération pour l'énergie à partir des déchets. Est-ce
favoriser la production du biogaz, que j'estime très important parce que vous avez une matière organique biodégradable. Et ce genre de choses est une solution extraordinaire pour le Maroc, mais qui n'a pas pris la même ampleur que le solaire et l'éolien, et qui représente un gisement extrêmement important, de telle sorte que le rapport des Nations Unies a dit que la bioénergie représente 12,9% du gisement international, et dont le solaire et l'éolien ne représentent que 0,1%. Donc est-ce que le Maroc a une stratégie dans ce sens-là, et est-ce que la CNCP a fait une étude bien ficelée pour la production du biogaz? Deuxième question, c'est par rapport, c'est pour M. Hello. Soyez bref, c'est Ça y est, je commence la question, madame. J'ai commencé les questions. Allez-y, Voilà. sans développer le contexte. Ma question était pour CNCP et claire, il fallait que je fasse une explication. Justement, donc, par rapport, il y a un paradoxe. Je crois que l'ONI, il est en train de dire qu'elle est déficitaire. Et elle a des problèmes. Et en même temps, il dit on ne peut pas injecter, on ne peut pas nous aider. On n'a pas besoin de l'aide des autres, des ingénieurs. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Est-ce que ça rentre un peu dans la conception déontologique de l'efficacité énergétique? Ça, c'est un. Deux, par rapport au solaire, nous avons justement, comme vous avez dit, beaucoup de surfaces couvertes, notamment les hangars agricoles, les cités universitaires, les universités elles-mêmes, qui souffrent, qui dépensent beaucoup d'argent, mais qui peuvent économiser de l'argent en vendant de l'électricité, et les hôpitaux. Est-ce qu'il y a aussi une étude, une stratégie dans ce sens? Et merci. Une autre question, si on attend la salle. C'était pour respecter les normes, pour garantir qu'il y ait une norme en vigueur des rejets liquides. Alors, lors de l'étude, il avait deux options, soit une station aérobique qui est moins chère, soit une station anaérobique. L'anaérobique, ça nous permet de profiter de ce biogaz. Donc c'était un avantage par rapport au traitement des eaux usées. Donc, d'autre part, bien sûr, lorsqu'on a fait le choix, donc il y a une filière de IP qui s'appelle IP Technologie. Donc c'est comme une sorte de bureau d'études dédié à tous les projets. Donc c'est elle qui nous a accompagnés, bien sûr en collaboration avec Veolia qui a fait l'installation. Donc pour vous dire, l'étude a pris 2 ans à peu près. Donc le projet nous a coûté à peu près 50 millions de dirhams. Et on est toujours en développement. D'ailleurs, d'ici 2 mois, Veolia va compléter l'installation pour aussi augmenter le rendement de digesteur. Et même les gens de IP Technologie viennent pour chaque fois pour nous auditer, pour voir les optimisations de cette station. Je ne sais pas, est-ce que j'ai bien répondu ou bien vous voulez que... Alors, j'aimerais donner un complément de réponse par rapport à ça, parce qu'à Cozumar aussi, on a ce qu'on appelle des chaudières à bagasse. Et les chaudières à bagasse, c'est des chaudières qui fonctionnent avec de la bagasse produite à partir de la canne de sucre. Quand on fait traitement de la canne de sucre, on dégage de la bagasse. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a l'usine de traitement de canne, après quelques jours de démarrage, elle est complètement autonome au niveau bagasse. On ne consomme plus de fuel ni d'autres d'énergie fossile, et on fonctionne que sur la bagasse produite à partir de la canne traitée. Et donc du coup, on est à zéro consommation d'énergie. Mais je pense que le problème, comme je l'ai évoqué sur ma question de tout à l'heure, c'est un problème de communication. Je pense que la plupart ne connaissent pas que Cozumar a une chaudière à bagasse, ou que CMCP elle a une station de traitement qui permet d'utiliser le méthane. Et je pense que là encore, c'est un problème de communication, d'échange, et il faut créer des ponts entre différentes organisations. Voilà. J'ajouterais quand même pour la biomasse, c'est qu'à CGM, il y a le CMPP
qui propose un certain nombre de solutions, notamment sur le grillon d'olive par exemple. Et donc la biomasse, évidemment, c'est la première richesse, c'est tout ce qui est carboné. Et il y a quand même un très grand nombre de solutions qui sont mises en œuvre au Maroc. Vous avez parlé tout à l'heure des décharges. Au Maroc, les décharges étaient sauvages. Et depuis maintenant 3-4 ans, on n'a que des décharges contrôlées. Et c'est pour ça qu'avant on a parlé de Oujda, Marrakech, Tanger, Fès, voilà. Fès a été la première. Et donc oui, il y a maintenant des vraies décharges contrôlées. Contrôlées, ça veut dire qu'on peut récupérer ce gaz, il n'est pas perdu et le réinjecter, soit en forme de chaleur, soit d'électricité. J'ajouterais pour la biomasse, par exemple le Sieur, ils ont des chaudières à grillon qui fonctionnent bien. Il y a aussi donc Nérésie qui ont mis en place des stations qui récupèrent ce gaz. Vous avez également la régie de Caradema, on a la Lidec aussi. Il y a la station de Khorivka avec l'hôtel, il y a plein de choses. Voilà, donc il y a des choses qui existent toujours au CO2 mais qui ne sont pas communiquées. C'est pas propre. Non, on peut en discuter si vous voulez. Le méthane, c'est 21 fois. C'est 21 fois. Un facteur de chauffage thermique qui est 21 fois supérieur à celui du CO2. C'est très rapide. Je voulais dire par là, c'est que il serait souhaitable de s'adapter, de s'orienter vers les énergies vertes. Le Cozimar, c'est la canne à sucre, je crois, qui brûle. C'est des CO2 qui s'en vont dans l'air. Donc c'est pas des énergies propres. La bagasse. Comment la chaudière elle fonctionne comment? Brûlant, c'est les déchets il y a des CO2. particules. Le bilan carbone, monsieur, s'il vous plaît, on peut en parler, mais le bilan carbone, on le calcule. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle. Il y a derrière tout un marché international. Et c'est la raison pour laquelle elles sont financées par la Banque mondiale dans le cadre de mécanisme de développement propre, MDP. Mais moi derrière, il y a un marché international que je ne connais pas. Mais il y a de l'argent qui circule dedans. Mais ce n'est pas de l'énergie propre en tous les cas. Très bien, je pense qu'il y a des arguments qui sont recevables. Maintenant, on ne va pas rentrer dans un débat d'experts. Donc, par rapport à ce point qui pourrait être débattu offline, si vous voulez, hein, bien évidemment. Donc, peut-être, donc, juste pour aller sur les solaires, si vous voulez compléter sur le c'est bon, très bien. Donc, on reprend, on ouvre une dernière... Oui, offline, si vous voulez aussi, c'est juste par rapport au prix, il reste un frein pour tout ce qui est solaire. Le paradoxe, nous avons besoin d'être aidés parce qu'on est en crise économique et on ne produit pas, et pourtant on ne permet pas aux gens de nous injecter de... Juste pour clore globalement le sujet, c'est que, on l'a dit, on a deux ministères. Il y a le ministère de l'énergie qui gère l'ONE, qui gère l'IRESEL, les SIE, enfin un certain nombre d'éléments. Et on a des concessions et des régies qui, elles, dépendent du ministère de l'Intérieur historiquement. On l'a dit, il y a eu 2 ans de longs débats. Nous-mêmes, en tant que développeurs, bien sûr qu'on en souffre parce que ça a pris les choses prennent du temps. Maintenant, il y a une direction qui est prise, clairement. Je pense que tout le monde essaye d'aller dans le bon sens. Nous-mêmes, en tant que privé, on essaie de jouer le jeu et de pousser. On l'a dit, le ministère a reçu aussi nos doléances, entre guillemets. Mais ça dépend aussi des industriels. Parce qu'on n'a pas été à l'heure du marché. Mais à nous de créer le marché. Les chiffres que je vous ai montrés en termes de prix, et je vais rebondir après sur le prix, ce sont des prix réels. Enfin, si je vous les affiche, c'est que ce sont ceux qu'on propose. Donc, il faut que les industriels osent passer le pas. C'est nouveau. La différence, je vais vous dire sur le marché de l'énergie, c'est qu'on a tellement l'habitude d'acheter en spot notre électricité, finalement notre facture, on n'arrive pas à s'engager sur le long terme. Quand vous investissez dans les 50 millions sur l'usine ou dans des efficacités, c'est un outil industriel. Par contre, l'électricité, à part le générateur de secours, on n'a pas l'habitude de produire ou de se positionner sur du long terme. 20 ans, ça vous choque, mais ça va fonctionner pendant 20 ans. C'est pas qu'il est amorti sur 20 ans. Le point mort est à la 7e, 8e année au Maroc par rapport au prix d'énergie. Ça ne choque pas par rapport aux grands industriels, mais si on veut passer à une dimension de privé, ça c'est plus. Moi je parle des industriels parce que c'est eux qui payent l'électricité la moins chère. Ensuite, il ne faut pas oublier que l'électricité que payent les industriels,
représente à peu près entre 50 et 70% du coût de revient de production d'électricité de l'ONE. Ça ne prend pas en compte le réseau qu'il faut élargir, les autres investissements parce qu'on est sur une croissance de 7% par an. Les particuliers l'amortissent beaucoup plus vite, même si c'est plus petit. Pourquoi? Parce que nous, particuliers, on paye 1,30 dirham, 1,60 dirham du kilowattheure. Donc là, on est encore plus loin et donc on l'amortit encore plus vite. Voilà. Très petite précision. Il faut dire que aussi nos outils de production d'électricité au Maroc sont à la pointe et permettent de produire très efficacement, même si c'est de l'énergie fossile. Moi, je parle d'un exemple. On a essayé de vendre l'électricité sur le réseau parce que nous aussi, on est producteurs d'énergie électrique. On a essayé de faire ça, mais on s'est rendu compte que les entreprises qui produisent l'électricité, marocaines qui produisent l'électricité au Maroc sont très efficaces. Ils travaillent à des pressions super critiques. Ils ont un coût de revient qui est moins de 0,6 dirhams par kilowattheure. Et donc du coup, pour la compétitivité, c'est quand même assez difficile. Et à ce moment-là, justement comme vous avez dit, c'est à travers de structures financières bien spécialisées, optimisées, qu'on pourra permettre ce genre d'initiative. Merci beaucoup. On va offrir une deuxième liste de 2-3 questions. Donc il y a une question au fond. Donc moi aussi je félicite le cher intervenant pour la qualité des interventions. J'aurais 4 questions, comme ça j'équilibre entre les questions et les intervenants. Donc la première, je commence. Si vous avez 4 questions, je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas détailler chaque question. Non, je ne vais pas détailler. Directement à la question. Je vais être mathématicien, rationnel, direct. Donc la première question, je commencerai par la droite. Est-ce que vous avez pensé à des modèles délocalisés de production, au lieu d'avoir l'installation ici, de la délocaliser et faire profiter de l'ouverture que propose la loi? Deuxième question pour Cosima. Est-ce que la cogénération a eu un effet sur votre facture d'électricité cette fois-ci? Parce que je n'ai pas vu dans votre présentation l'effet sur la facture d'électricité. Pour notre professeur, les choix et les critères de sélection et pour acheter un bon variateur de vitesse. Et dernièrement, pour monsieur CMCP, vous avez parlé de la réduction de la puissance inscrite dans votre usine. Comment vous avez fait pour faire ça? Merci. Merci. D'autres questions? Très bien. Briève. Mais les deux ne sont pas incompatibles et les deux existent et peuvent être offerts. Mais les clients, est-ce qu'ils changent? Les clients peut être... en fait, personnellement, le client peut être n'importe où au Maroc, ça n'a aucune importance pour moi. D'accord. Voilà. J'injecte dans un réseau. C'est le même. Alors, pour votre question par rapport à la cogénération, donc le fait d'être à 90% aujourd'hui, c'est volontaire pour notre équilibre thermoélectrique. Alors, quand je dis équilibre thermoélectrique, ça veut dire que ma consommation de vapeur doit correspondre à ma consommation électrique. Parce que dans un turbo alternateur, il faut généralement, il y a des turbos qui peuvent fonctionner à 5 tonnes par heure débit vapeur pour produire 1 MW, et il y a des turbos qui fonctionnent à 10 tonnes par heure pour produire 1 MW. Alors le nôtre, il est autour de 9, et pour des raisons d'équilibre thermoélectrique, on préfère prendre 10% de l'extérieur. Pourquoi? Parce que si je produis de l'électricité avec de la vapeur que je crache à l'extérieur, le coût c'est 4 dirhams le kilowattheure. Alors, par contre, quand je suis en cogénération, à ce moment-là, c'est en marginal. Et demain, si j'ai dit qu'on va passer à 100%, c'est parce qu'on va changer de turbo. On va avoir un turbo à 5,06 tonnes-heure par mégawatt. Donc on augmente la consommation, on va diminuer la consommation spécifique de notre turbo. Et du coup, on va pouvoir être à 100% tout en étant équilibré thermoélectriquement. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai... Le sucre, la couleur. Ah oui, pardon. Alors pour la couleur, pour votre information, on ne produit plus de sucre roux au Maroc. On ne produit que du sucre blanc. Oui, mais c'est-à-dire... Il faut faire la différence. Lui, il a la raffinerie. La raffinerie, donc ils importent du sucre brut. Ils disent qu'il raffine. C'est son rôle, c'est de raffiner. Oui, mais ça je sais, mais je veux dire, on peut ne pas le sucre raffiner. brut, c'est le sucre rond.
On a, c'est du sucre de canne. Oui. On en produit le rêve. Parce qu'on a Oui. de la canne. Oui. Donc là, il existe, il est commercialisé également. Parce que le fait d'aller vers la couleur blanche, ça demande plus d'énergie pour affiner, etc. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le Marocain aujourd'hui consomme en moyenne 35 kg de sucre blanc par an. Donc on a 35 kg par personne et par an. Et sur les 35 kg, la consommation de roux, le roux qu'on produit, c'est pas vraiment significatif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les sucreries, principalement betterave et aussi de canne, qui vont couvrir une partie de la consommation nationale, et toute l'autre partie est assurée par la production de la raffinerie de Casa. Alors la raffinerie de Casa, elle va faire quoi? Elle va prendre le sucre roux, acheté à l'international, et on va le raffiner, avec une prime au blanc bien sûr, on va le raffiner pour faire du blanc et compléter la consommation nationale. Mais ce que je veux dire, c'est que le produire aujourd'hui du blanc est tout à fait maîtrisé, parce que quand on va faire de la cristallisation, on peut cristalliser pour arriver au roux, mais aussi on peut cristalliser pour arriver au blanc en étant plus efficace, mais en utilisant à peu près le même nombre d'opérations. Donc au final, ça ne change pas beaucoup. Mais ce qu'il faut surtout savoir, il ne faut pas se leurrer, c'est que quand on va acheter du sucre roux au supermarché, il ne faut pas croire que ça a été produit comme le sucre blanc. Et bien, généralement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre du blanc et ils vont le rendre roux. C'est carrément plus simple. Parce que produire du sucre roux et que ce soit un sucre commercial, c'est tout aussi compliqué que de produire du sucre blanc. Voilà. Alors, il faut comprendre que le sucre roux, quand il vient de la canne, vous avez du sucre roux. Et quand il vient de la betterave, on le caramélise pour qu'il devienne roux. C'est ce que vous allez trouver en Europe. Donc le vrai sucre roux, vous allez trouver au Maroc. Sucre Lyon, c'est du roux, du vrai, fabriqué au Maroc, dans les cannes à sucre marocaines. Très bien, merci. Donc, la suite avec le professeur. Donc, pour le critère de choix, je crois que le premier critère, il faut être un industriel citoyen, je crois. Il faut penser aux générations futures. Il faut même penser à adhérer au concept du citoyen planétaire. Ça, c'est le premier critère, je crois. Je parle de l'industriel. Le deuxième critère qui est technique, je pense qu'une machine, c'est un cahier de charge, il a des tâches à faire, il a des performances à réaliser, il a des caractéristiques. Donc le variateur de vitesse ou le régulateur ou l'organe qui va piloter la machine doit répondre à ses besoins ici. Je crois qu'il faut voir cas par cas. Merci, professeur. J'espère qu'on concernant la réduction de la puissance souscrite, donc comme vous le voyez dans ma présentation, c'est le fruit de plusieurs projets de réduction de consommation électrique. Donc c'est d'abord le remplacement des équipements énergivores par des équipements bien optimisés. Donc on a remplacé des pompes à vide avec les turbo-blowers. Il y a aussi l'installation du variateur de vitesse. Donc à plusieurs moteurs, on a besoin du variateur de vitesse pour réduire la peine. Il y a aussi la maîtrise de COSFI, donc avec l'installation des batteries de compensation, avec la régulation, avec l'automatisation aussi de régulation de COSFI. N'oublie pas aussi qu'on a aussi une cogénération, une turbine de production, une turbine à vapeur, donc, qui assure 20% de production électrique à l'usine. Et avec cette turbine, donc, on peut générer de l'énergie réactive. Donc comme ça, on n'appelle pas l'énergie réactive de réseau et on augmente notre COSFI. D'ailleurs, notre COSFI, on est toujours majoritaire par rapport à la facture électrique. Donc la facture demande 0,8, donc exige 0,8. Mais nous, on est en dépassement de 0,03, donc 3 centièmes de plus. Ça veut dire que c'est un gaz. En fait, s'il y avait une perte, c'est des millions de dirhams, des centaines de milliers de dirhams. Donc, avec tous ces projets-là, l'appel d'électricité a été réduite et pour garantir qu'on ne va pas dépasser, donc on a installé un système de délestage automatique. En cas de défaillance de la turbine, on déleste. Donc il y a les équipements énergivores
Donc on a un maintien de 10 minutes jusqu'à 15 minutes. On peut les arrêter, donc on les arrête pour des stages pour le temps de retrouver le bon fonctionnement de la turbine. Donc comme ça, on a fait un enregistrement sur une année de notre puissance appelée et ça nous a permis, avec une étude bien sûr d'ingénierie, ça nous a permis de dire on va réduire notre puissance inscrite de telle marge qui nous a fait gagner presque 600 000 dirhams par an. Surtout avec cette augmentation, ces dernières augmentations du prix des kilowatts. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de la question, donc à la fois avec les présentations des panélistes et la participation de l'audience, que je remercie pour vos questions qui ont enrichi le débat. Et je remercie aussi les panélistes pour les réponses et leur collaboration pour la réussite de ce panel. Je vais passer la parole donc à M. Derj et peut-être à professeur Erzou pour clore ce séminaire. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être resté là déjà. Vous êtes courageux, hein, vous avez une endurance par rapport à d'autres, et déjà c'est une bonne chose de rester jusqu'à maintenant pour suivre en fait nos débats. Je pense qu'on a pu partager et développer en fait une thématique qui est très importante pour les entreprises, mais également pour le pays. Une problématique donc, sur laquelle le Maroc s'est engagé, nous avons des objectifs. Et ce qui est important, c'est d'avoir les idées claires, de pouvoir partager en fait les bonnes pratiques, de savoir où on veut aller et de pouvoir aussi donc se réunir pour pouvoir donc arriver à nos objectifs et développer en fait toutes les nouvelles technologies. Je pense qu'en collaborant avec les universités, en leur donnant en fait les problématiques que l'on vit au sein des entreprises, on pourrait développer des choses, innover. Et c'est dans ce sens-là que le pays pourrait aller de l'avant et en même temps créer de l'emploi pour ces jeunes qui auront, à travers donc les études qu'on aura ou les problématiques posées aux universités, leur permettre également de commencer à comprendre ce que c'est que l'entreprise, et quand ils seront donc diplômés, ils pourront intégrer de manière plus facile le secteur professionnel. Et donc, dans les deux sens, j'invite également les enseignants de pouvoir donc, adapter en fait les cours et les enseignements et donner des cas pratiques dans leurs cours pour montrer en fait la réalité des choses et comment est-ce que cette théorie est vécue et pratiquée et mise en place au sein des entreprises. Voilà donc, d'une manière générale, ce qu'on attend. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que les ministères aussi ont un rôle à jouer. Un rôle à jouer dans l'écoute aussi, pour ne pas avoir des lois qui vont voilà, qui vont nous permettre seulement de nous orienter, de nous guider et d'essayer en fait de répondre aux problématiques donc, nationales, mais aussi de se préserver aussi des problématiques internationales qui des fois freinent l'évolution et le développement de l'industrie locale. Je pense que c'est important que cette idée aussi soit bien intégrée au niveau des ministères pour tout faire, pour donner les moyens pour que l'industrie locale se développe et aider également donc, toutes les universités à aussi intégrer et puis développer et aller dans le même sens. Voilà, donc, sans aller plus loin, je vous remercie et je vous dis donc la prochaine séance qui sera donc je pense au mois de septembre sur l'économie circulaire. Merci et à très bientôt. Au revoir.